Voilà. Très bien. Heureux de voir que le public commence à se joindre à nous. Bonjour, c'est fantastique d'être ici à Barcelone. C'est la première réunion présentielle pour moi depuis la pandémie et ici je peux enlever le masque. Oui. Non? Bon, c'est bon pour le microphone? Bon, voilà. Bienvenue à cette séance. J'espère que vous avez profité de la journée d'hier et que vous avez pu voir des réunions parallèles. Je suis Emily Norfeld, je suis ici au nom de HIT, qui est une des associations qui travaille à transformer le système alimentaire. Je vais faire un petit point sur la journée, ensuite je vais faire l'autre pour les débats. Et il y aura aussi une séance de questions et réponses de la part du public. D'abord, quelques chiffres. Ce sera en anglais, français, espagnol. Alors, si vous avez besoin de traduction, procurez-vous un écouteur. Et pour la sécurité Covid, ceux qui sont assis sur le public peuvent retirer leur masque. Si vous voulez formuler une question du public, vous garderez votre masque et vous ne prenez pas le micro vous-même. Il vous sera tenu devant vous. Alors, sujet d'aujourd'hui, voilà. Voilà, l'évolution alimentaire dans les villes pour être plus saine. Vous savez, l'alimentation est un des grands défis de santé du monde et c'est aussi lié à une dégradation de l'environnement. Alors, on pense que la demande d'aliments va augmenter le double, 50%. Donc, on aura actuellement, on aura à ce moment-là beaucoup de personnes en surpoids, mais aussi d'autres en malnutrition, sous-poids. Alors, c'est une des causes les plus importantes pour des maladies et les coûts des obésités sont très élevés. C'est 8% du produit mondial brut. 40% de la population mondiale ne peut pas se permettre une alimentation saine. Hier, vous avez certainement entendu parler des statistiques sur les régimes alimentaires, l'obésité, la malnutrition des enfants, etc. et les problèmes d'obésité des enfants. Et le problème de créer assez d'aliments sains pour tous et créer aussi une chaîne alimentaire correspondante. C'est un défi énorme aujourd'hui. Mais que pouvons-nous faire aujourd'hui? Nous allons écouter différentes villes et participants sur ces sujets. Entre autres, Barcelone, Rio de Janeiro, Lyon, l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies. Vous savez que le temps est compté, restez dans les temps prévus. Et je veux donc demander aux premiers intervenants de se présenter sur la scène. Donc, avec la Fondation Gazole. Je suis très heureux d'être parmi l'équipe. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette petite salle tout intime. On va s'amuser, n'est-ce pas? Alors, 2021 a vraiment été l'année de l'alimentation. Je veux commencer avec quelques-uns des plus grands succès de ce grand sommet sur l'alimentation du mois passé. C'était vraiment la première fois que les leaders mondiaux se sont réunis au plus haut niveau pour parler de l'alimentation. Et ça, en soi-même, est déjà un grand succès. On a commencé il y a 8 ans. On était vraiment parmi les peu qui parlaient de l'alimentation. Et ce changement dans la tête a l'air d'être pas très important, mais c'est vraiment très important. Et moi, je dirais même que c'est le levier le plus important pour un changement et une transformation du système. Parce que dès qu'on comprend que l'alimentation est un système, veut dire que nous ne pouvons plus vivre avec l'environnement, l'alimentation et d'autres aspects, le climat séparément. Il faut
voir que tout est lié étroitement. Ça veut dire qu'on comprend que c'est une folie que si un ministre au ministère met des millions de subventions pour produire des aliments qui rend malade gens et qui rend malade la planète. Et un autre ministère, ils font ce qu'ils peuvent parce qu'ils comprennent pas pourquoi l'obésité est épidémique et pourquoi les gaz à effet de serre continuent à augmenter. Alors, cette façon d'approcher les choses est nécessaire, est important. C'est le premier pas. La deuxième chose, c'est que l'alimentation, c'est un processus. Nous avons découvert le monstre de l'activité et l'énergie. Plus de 140 pays ont des dialogues au niveau national sur leur système d'alimentation et ces dialogues ont été organisés entre tous les ministères, avec tous les parties prenantes à la table, tous ceux qui étaient participants du système. Il y a 4 ans, nous avons été avec David Anaro, vous le connaissez peut-être, un des partenaires qui pilote les premiers dialogues des systèmes alimentaires. Pensez-y un moment, maintenant, c'est devenu viral, c'est magnifique de voir cette évolution. Et là, autre point important et très encourageant, il y a déjà plus de 100 pays dans le monde entier qui ont commencé leur voyage vers des voies nationales pour avoir des systèmes d'alimentation sains en 2030. Alors les gouvernements nationaux sont vraiment en train de reprendre leur place et de vous atteindre en termes d'évolution. Alors, on est en train de présenter et peaufiner les agendas. Et il y a plus de 2500 solutions qui peuvent changer les choses. Nous avons actuellement des actions globales sérieuses et un agenda global d'action pour les années à venir. Et cet agenda aidera les pays, les villes et d'autres acteurs en leur fournissant les instruments pour former, créer ces voies nationales d'action dans leur pays. Et ces solutions qui changent complètement les choses, ils ne sont pas venus des équipes d'action. On a réuni tout le monde, tous les acteurs, on les a écoutés, on a invité des personnes du monde entier pour présenter leurs idées, leurs solutions. Et évidemment aussi le meilleur de la science s'est joint à nous et on a entendu des solutions de jeunes comme jamais auparavant. Leur priorité est agir pour l'aliment, pour le changement. Donc un mouvement de jeunes gens qui a déjà apporté plus de 100 000 propos pour le changement du système alimentaire. La priorité sur le monde entier, parmi les jeunes, c'est l'accès à une alimentation saine et durable pour tout le monde et de partout. Et tout cela pour dire qu'on n'a pas tout résolu. On n'a pas résolu tous les problèmes. C'est important, il faut le dire. Vous savez aussi, le temps est compté. Ce qu'on va faire les prochains 5-10 ans décidera vraiment du futur de l'humanité sur cette planète. Alors nous avons vraiment une urgence de nous mettre au travail, mettre l'huile de coude pour résoudre la situation. Si nous ne faisons pas cela, on va créer un monde plein d'extrêmes, un monde où personne ne veut vivre, ni nous, ni nos enfants, ni nos petits-enfants. On ne peut pas dire qu'on... Alors en 2050, 80% de l'alimentation du monde se réalisera dans les villes, puisque 80% vivra dans les
ville. Et ceci a beaucoup d'implications pour les systèmes alimentaires à beaucoup de niveaux. Ceci veut dire que nous ne pouvons pas simplement résoudre nos problèmes de système alimentaire en les séparant des villes, mais il faut le voir de façon plus positive, comme on devrait toujours le faire. Le verre est toujours demi-plein. Nos villes, donc vous êtes peut-être notre plus grande espérance. Vous êtes assez grand, assez important pour avoir un impact systémique et vous êtes assez petit pour vous organiser vous-même et faire les choses, vraiment arriver à les faire. Ne vous arrêtez pas quand même sur les limites de la ville, parce que ce que vous faites va répercuter sur tout votre entourage dans votre entourage périurbain et au-delà, dans les régions rurales. Alors ensuite, nous voyons que ces voies nationales prennent leur forme, mais vous, en tant que ville, vous avez cette incroyable opportunité et aussi cette énorme responsabilité de vous positionner à l'avant-garde de l'action pour assurer et soutenir ces voies nationales et pour atteindre vraiment des systèmes alimentaires durables et sains au niveau national en 2030. Beaucoup de villes travaillent déjà sur le sujet, prennent d'importantes actions. Par exemple, il y a 40 maires, le vôtre parmi eux, d'ici Barcelone, qui ont signé cette déclaration pour un régime alimentaire sain en 2030. Ces 40 villes se organisent en termes de alimentation saine dans la ville avec les objectifs mondiaux d'alimentation saine. C'est une déclaration qui a un impact positif sur 60 000 personnes dans le monde. C'est quand même énorme. Un autre exemple, on va en entendre parler davantage, c'est le Challenge de Barcelone, le défi qui est ouvert à toutes les villes du monde entier, mais il nous faut plus de villes qui participent dans ces deux exemples, même du Sud aussi, parce que si nous voulons assurer un bon futur pour l'humanité, alors tout le monde et de partout doit avoir accès à un régime alimentaire sain. Alors, se joindre à la déclaration de zone de bonne alimentation ou le défi de Barcelone, ce serait un pas pour lutter contre les défis d'obésité, de malnutrition, d'inégalité. Ces initiatives vous aideront aussi à faire face à la crise climatique et aussi des crises d'inégalité. Quand nous commençons à relever ces défis et quand nous voyons ces défis comme quelque chose de lié entre eux dans un même système, voilà quand on voit vraiment les solutions, les bonnes solutions. Et c'est là où on peut aller bien au-delà d'un point concret, mais atteindre vraiment les origines du problème. Alors, l'aliment peut être la médecine la plus puissante sur le monde entier. Alors, il nous faut donc identifier les meilleures interventions des villes pour reprendre les défis de façon efficace et simultanée. Et voilà pourquoi nous sommes là. Alors, voilà le sujet d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, pensons aussi à ce que vous pouvez faire en tant que ville pour exercer une pression sur les gouvernements nationaux. Parce qu'il faut vraiment qu'ils reprennent le défi et il faut qu'ils agissent tout comme ils l'ont fait au cours de la pandémie. Et les villes sont des acteurs clés pour permettre cette activation. Alors, permettez-moi une confession. Ce qu'on a atteint au processus du sommet des Nations Unies sur l'alimentation est fantastique. Ça a été génial. Mais franchement, on a aussi gâché beaucoup de temps au cours de réunions et de débats interminables. Et pourtant, on a vraiment cette urgence de la situation.
Voilà pourquoi j'ai commencé à agir moi-même. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà ma proposition formelle pour un, un autre objectif durable. Alors, pour arrêter arrêtez de parler, agissez. Merci. Thanks very much, Gunhild, for those great opening remarks. And Merci pour nous mettre en contexte sur l'urgence des villes à réagir, ce que nous savons que les villes font déjà. Nous allons commencer avec la discussion de la table ronde. Nous allons commencer par la ville de Barcelone. Merci beaucoup. Je vais parler en espagnol. Alors, si vous voulez bien. Bonjour tout le monde, Madame répète. C'est un grand plaisir d'être ici dans ce forum, dans cette année de la capitalité de l'alimentation dans notre ville, la ville de Barcelone. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici. Nous sommes tellement habitués au masque que j'avais oublié de l'enlever. Alors, je disais bienvenue et c'est un plaisir de vous recevoir ici à Barcelone dans cette année de la capitalité de l'alimentation ici dans la ville de Barcelone. Je voulais commencer par une donnée qui est très représentative de ce dont nous parlons aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore Barcelone, Barcelone a 10 quartiers, quelques-uns plus riches, quelques-uns plus pauvres, distribués partout dans notre ville. La ville de Barcelone a 14,8% d'enfants entre 10 et 12 ans qui sont obèses et 11,8% des filles qui, de la même fourchette, sont aussi obèses. Si nous voyons cette obésité dans les différents quartiers de la ville, nous avons quelques quartiers avec 18% d'obésité, tandis que dans les quartiers plus riches, seulement 10% des enfants sont obèses. Alors, ces données nous démontrent que l'obésité a une relation avec le pouvoir économique et l'inégalité. Bien sûr, il y a des inégalités à beaucoup de niveaux dans des villes européennes, dans beaucoup d'aspects, dans des villes comme Barcelone, mais aussi pour ce qui fait de l'obésité. Alors, je crois qu'il est très important d'évoluer les politiques publiques à partir de données concrètes, de données scientifiques. Alors, l'alimentation est l'un des déterminants les plus importants pour la santé. Il y en a d'autres, mais l'alimentation nous montre aussi, avec ces données dont je parlais avant, que le quartier est plus important que le code génétique. Alors, ce que nous mangeons et où nous vivons marque notre santé d'une façon très importante. Et ceci est en claire relation avec l'alimentation. Avoir une bonne ou mauvaise alimentation et la cause d'avoir une bonne ou mauvaise santé et aussi une bonne ou mauvaise santé planétaire. Un tiers des émissions de gaz viennent de la production, distribution et consommation de l'alimentation. Alors, par une question de santé physique et de santé planétaire. C'est pour cela que depuis Barcelone, nous avons lancé un projet qui s'appelle Cantine saine et salutaire. 80% des enfants adolescents dans notre ville ne mangent pas les légumes et les fruits qu'ils devraient. 43% des adolescents mangent plus de viande qu'ils devraient et plus de produits sucrés qu'ils devraient, ou des
des produits industriels. Et c'est pour cela que nous avons lancé ce projet avec les écoles durables. Nous avons commencé l'année dernière avec 6 écoles pour réduire la protéine animale et augmenter la protéine végétale. Il faut équilibrer les menus scolaires. Pourquoi dans les écoles? Les écoles sont un focus de transformation très important pour nos villes parce que nous pouvons travailler les bonnes habitudes dans les écoles, parce que nous pouvons changer les habitudes très enracinées dans notre société, parce que ceci peut passer au foyer et parce que à partir d'ateliers, on peut faire passer l'amour pour l'alimentation et pour une alimentation durable. Nous avons fait ce projet pilote avec 6 écoles et avec toute la communauté éducative, mères et parents, professeurs, les commerces locaux, tout le réseau, en définitive, de l'école. Les résultats sont très, très bons et c'est pour cela que cette année, de façon volontaire, plus de 40 écoles se sont inscrites à ce projet, avec l'objectif d'arriver aux 400 écoles d'ici à 2-3 ans. Il faut avancer petit à petit, bien sûr, parce que nous devons faire passer cet équilibre dans les menus. Ils sont très déséquilibrés entre la protéine animale et végétale. L'entrée n'a plus de protéines animales. Par exemple, les macaronis ne sont plus avec de la viande, mais des macaronis, et il y a plus de protéines végétales et moins de protéines animales, moins de viande en définitive. Et je veux souligner ceci parce que dans ces écoles, nous avons réussi à travailler cet équilibre alimentaire, mais tout ceci va au-delà de l'école. C'est comme ouvrir les portes d'un fleuve pour faire passer l'eau. Et de cette façon, nous allons arriver à toute la ville. Et 2 autres choses que nous avons travaillé de façon parallèle avec cette idée de cantine saine et salutaire, avec des produits de saison, des produits saisonniers et des produits naturels. La plupart de la population habite dans la zone métropolitaine de Barcelone, mais nous savons que la publicité de produits très riches en calories et qui ne sont pas salutaires dépendent de 2 choses. L'accès facile et qu'il y ait beaucoup de publicité. Et nous savons que ces 2 éléments sont la cause du risque environnemental de consommation de ces produits qui ne sont pas salutaires pour nos enfants. Nous avons une étude préliminaire de l'Agence de santé publique qui dit que dans les quartiers plus pauvres, il y a des locaux avec des produits non salutaires qui sont plus près des écoles que dans les quartiers les plus riches. Et c'est pour cela que nous devons régler aussi légalement cette proximité de ces produits industriels près des écoles. Nous devons travailler avec le gouvernement catalan et le gouvernement étatique justement pour faire en sorte que ces produits hautement caloriques et peu salutaires ne soient pas publicités pour nos enfants. Bon, ce n'était que quelques exemples qui transforment nos habitudes. Il faut transformer beaucoup de choses dans nos villes, dans nos sociétés, et l'école est le point, le noyau justement de cette transformation, et il faut rééquilibrer notre alimentation que, comme je disais au début, sont très déséquilibrés. Les chiffres ne mentent pas, ils le démontrent. Il faut réduire les sucres, il faut réduire les protéines animales et rééquilibrer notre alimentation. Les indicateurs nous démontrent que nous avons des pires indicateurs dans les quartiers les plus pauvres. Et par conséquent, il faut continuer à travailler sur ce point. Et nous considérons que ce projet que nous avons entamé l'année dernière nous donne des résultats positifs et nous espérons de l'élargir dans toute la ville. Merci. Thanks so much, Gemma. Merci.
C'était très intéressant de savoir, d'écouter ce que fait Barcelone en termes de cantine et régime alimentaire pour les enfants. Je vais passer un participant en ligne, Andrea De Luca, bienvenue, chef du département de nutrition de l'hôpital au Brésil. À vous. On dirait que le micro est fermé. We can't hear you, Andrea. I'm not sure if On peut pas vous entendre, Angela. Je ne sais pas si vous nous entendez. Oh, now on? It's Yes. okay. Andrea, voilà, c'est bon. Alors, en premier lieu, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Et c'est une grande opportunité d'être aujourd'hui parmi vous. Maintenant qu'on commence pour vous présenter ce qu'on fait dans ce réseau de durabilité et vous le présenter. Alors, pour commencer, je voudrais vous montrer l'introduction. La maire et secrétaire de la Santé est Daniel Soir. Le ministre de l'Éducation, c'est Venom Ferra. Et on travaille tous ensemble. Alors, ce que j'ai entendu, ce que je vois, c'est que l'obésité est de plus en plus un problème. Alors, c'est toujours un sujet dans des groupes assez importants, mais si vous pensez que l'impact le plus grand et le plus inefficace serait peu importe l'approche, ce serait toujours les gens de moins de revenus qui sont le plus touchés. On en a beaucoup de cela chez nous au Brésil. On a aussi des problèmes d'obésité, mais aussi à l'envers. Alors le défi est aussi d'avoir les enfants à l'école. Alors le gouvernement de Brésil essaye à opter pour des politiques publiques avec l'appui des groupes d'intérêt et d'appui pour résoudre des problèmes de santé donc 470 étudiants ou écoliers sont atteints. Alors des enfants, ils peuvent manger un repas sain par jour. Et maintenant, à la fin de Covid, nous restaurons donc un nouveau programme et nous pensons que c'est une priorité absolue pour améliorer cette situation. Donc, nous avons proposé un programme d'alimentation à l'école nationale pour améliorer la santé dans le sein de l'éducation et l'éducation par le même biais et résoudre ces problèmes. Alors, quelles sont nos actions spécifiques pour ce faire? On essaye d'introduire l'exercice et une alimentation de qualité. Nos programmes de régime alimentaire sont donc proposés de façon à ce que les enfants puissent profiter d'un repas sain tous les jours. Et on approche les comités sociaux pour se joindre à nous. Quelques données pour vous rappeler que environ 60% des enfants sont en surpoids et 30% en sous-poids.
Alors, et 18%. Et entre les jeunes de 15 ans, nous avons 18% d'obèses et 10% de, euh, d'obèses. Oui. Et c'est ce qui nous préoccupe. Non. On a donc à l'école 600 enfants environ. On les a divisés. Il y a une école de 6 à 14 ans. Alors, c'est un peu l'école générale. Ils sortent là entre 14 et 15 ans. On travaille maintenant pour à élaborer le premier guide alimentaire pour l'école et la préparation des aliments pour les enfants. Quand on analyse les résultats d'une enquête, on a trouvé qu'environ 44% de nos enfants ont un résultat assez particulier. 12% de l'énergie se perd. Nous avons trouvé aussi cette distribution de nutriments, 70% ou même 90% ont un manque de vitamines C, E, magnésium entre les filles et les garçons. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec nos actions d'alimentation et de nutrition? Alors, le concept même, il s'agit d'élaborer un plan d'alimentation pour contrôler la situation. Vous l'avez entendu. Nous avons les actions, le suivi des programmes nationaux déjà existants, puisque c'est le programme d'alimentation dans les écoles. On utilise aussi des gens pour faire un suivi. On implique les enfants, des nutritionnistes spécialisés, mais aussi les gens sur les lieux. Maintenant, ils disposeront de guides qu'on a rédigés. On a un guide pour les enfants, aussi un guide assez récent que nous utilisons aussi comme base pour nos débats à l'école. De notre côté, nous avons trouvé que la coordination technique de l'alimentation doit être faite impérativement avec les départements concernés. Si cela ne se fait pas, nous avons les écoles qui font eux-mêmes ce qu'ils peuvent. Il y a des problèmes et souvent il n'y a pas de coordinateur nutritionnel. Alors on retrouve les mêmes problèmes en termes de consommation des aliments, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse. Alors, ça n'aide pas beaucoup. Alors, il faut aider en formant donc les personnes responsables. Alors, allouer des fonds pour cette nutrition fait partie de ce programme décidé par le conseil de la ville. Nous avons en fait deux situations. Nous avons obésité et surpoids, mais on a aussi une grande insécurité. 50% de nos enfants vivent dans des situations non sécurisées, donc ça veut dire, ça aussi, ça nous préoccupe. Et nous avons de notre côté ce risque d'une malnutrition, sous-nutrition, et de l'autre côté, un surpoids et une obésité. Alors, on essaye d'approcher cette situation en même temps pour trouver une façon de résoudre les deux au niveau de l'école. Les deux, disons, face de même problème. Que pensons-nous? Actuellement, on pense que les chiffres entre obésité, malnutrition ou le niveau de la performance à l'école sont étroitement liés. Alors, ce sont des indicateurs simplement. On devrait travailler sur ce sujet de façon à trouver
une voie pour avoir une politique claire d'alimentation. Ce n'est pas facile. Nous pensons que la meilleure façon de le faire serait en proposant une réponse continue et systématique au niveau des écoles et de promouvoir des actions pour un réseau d'alimentation aux écoles durables pour avoir une offre conséquente. Voilà notre accent, notre point fort actuellement sur lequel on travaille dans les écoles. Oui. Et à partir de là, on peut développer davantage d'actions. Et une petite idée de ce qu'on parle ici, je crois que c'est important de arriver à un changement pour avoir une situation saine et sécurisée avec des procédures, des actions et aussi une allocation correspondante des ressources pour promouvoir une alimentation plus saine et un changement vers plus de santé avec notre travail aux écoles. Je voudrais vous remercier tous. Je pense que c'est vraiment une excellente opportunité de parler, de débattre de ces sujets ici. Great. Thanks very much, Andrea. Merci, Andrea, pour partager votre expérience au Brésil et tous ces exemples. Le fait des indicateurs, du monitorage, très intéressant, merci. Et notre suivant orateur est Monsieur Duby, vice-maire de Lyon. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Je vais parler en français maintenant. Merci beaucoup de l'invitation. Merci de nous permettre de présenter une initiative qui se passe à Lyon. Avant toute chose, alors, est-ce que ça fonctionne? C'est bon. Je voudrais vous donner un tout petit peu de contexte sur la ville de Lyon et sur la métropole de Lyon. La ville de Lyon, c'est 520 000 habitants et habitantes, donc c'est la 3e ville en France. Et elle est comprise dans une métropole qui fait 1,4 million d'habitants, donc c'est la 2e aire urbaine de France si l'on parle de la métropole. Et en termes d'alimentation et de système alimentaire, aujourd'hui ce que l'on voit, c'est que 5% de la production qui est faite sur l'espace métropolitain lyonnais, en fait, reste sur la métropole et 95% part à l'export. Donc on a une fuite absolument phénoménale de l'alimentation qui est produite sur la métropole à l'export et au-delà des limites de la métropole. Et pour donner un dernier chiffre, dans Lyon, donc en intramuros de la ville de Lyon, il nous reste 6 hectares de terres agricoles, donc 6 hectares pour nourrir 520 000 personnes. Vous imaginez le rendement qu'il faut à ces terres ou la nécessité qu'il nous faut pour d'aller voir ailleurs et au-delà des limites administratives de la ville. Donc on a un premier enjeu qui est relocaliser notre alimentation, faire en sorte que l'alimentation reste sur le territoire. Et par cela, on a un levier qui est formidable puisqu'on a beaucoup d'habitants et d'habitantes qui mangent. Nous sommes une ville qui mange, comme Barcelone et comme les villes qu'on a pu entendre. Et donc ce levier-là, on s'en sert. Le deuxième enjeu, et qui concerne plus particulièrement cette présentation et cet atelier, c'est l'accessibilité alimentaire, en fait, qui est un enjeu de santé publique. On n'a pas à Lyon de désert alimentaire en tant que tel. Par contre, on a des déserts d'alimentation de qualité. Pour vous donner quelques chiffres pour vous repérer, 30% des personnes qui habitent sur la métropole de Lyon estiment qu'elles sont en précarité alimentaire et 15% des personnes de la métropole de Lyon estiment qu'elles ne mangent pas à leur faim.
Donc c'est énorme et ça induit, ce que je disais, un enjeu de santé publique et du coup de malnutrition ou de sous-nutrition qui amène à des problèmes de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, etc., de surpoids, qui sont directement liés, en fait, qui font écho à des maladies de comorbidité dues au Covid-19. Donc cet enjeu-là d'accessibilité alimentaire, finalement, c'est un enjeu de santé publique. Notre alimentation, c'est notre premier médicament. Et il ne faut pas que sur des villes, on ait une alimentation à double vitesse. Donc ceux qui vont pouvoir avoir accès à une alimentation de qualité, et souvent les plus précaires, ceux qui n'ont pas accès et qui vont ne pas avoir accès à une alimentation de qualité. Ce qui m'amène à vous présenter une des initiatives que l'on porte à Lyon, qui s'appelle c'est un projet à foyer à alimentation positive ou à famille à alimentation positive. Donc c'est coporté par la ville de Lyon et la métropole de Lyon. Et l'enjeu de ce projet-là, c'est d'accompagner des familles en précarité alimentaire, et notamment alimentaire, pour les amener à un retour à une alimentation de qualité. C'est ça la question que l'on pose. On travaille avec une association qui s'appelle l'ARDAB, qui est en fait l'association de développement de l'agriculture biologique sur le territoire lyonnais et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et si l'enjeu est de remettre les populations en précarité vers une alimentation de qualité, plus brute, plus saine, plus bio, plus locale, il faut lever des freins qui sont liés à tout ça, qui sont en premier lieu effectivement un frein de budget et un enjeu financier pour ces familles-là, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de freins cognitifs de retour sur des produits qui sont plus bruts, de retour à la cuisine. Et notamment, simplement, beaucoup de familles disent en fait ce n'est pas pour moi. Voilà, donc ce bloc à ce niveau-là et tout le travail que l'on fait avec l'ARDAB, c'est un accompagnement finalement qui passe par des ateliers de cuisine, qui passe par des visites à la ferme, qui passe par des visites sur les marchés de plein vent que l'on a à Lyon et la métropole, pour en fait retrouver la joie et le plaisir de manger et de cuisiner ensemble et de s'émanciper finalement vis-à-vis de toute cette alimentation, autant en termes de production et de jardinage jusqu'à la consommation et le tri ou le compostage par exemple. Je vais vous donner quelques chiffres sur cette initiative-là. Donc c'est un accompagnement d'un an, de longue durée, quoi. En 2021-2022, donc la période là qui est en train de se dérouler, on a 12 familles par équipe et il y a 15 équipes. C'est un projet qui a commencé en 2012 en fait et que l'on essaye de développer et d'amplifier. On l'amplifie tellement qu'on est rentré dans un projet européen qui s'appelle School Food for Change, dans lequel ce projet-là prend toute sa part en fait et va être développé au travers de toutes les villes partenaires européennes. Ce qui est intéressant, c'est donc le passage de bio ou de produits régionaux à la fin de cette initiative-là. Vous avez les chiffres, donc on passe pour le bio de 33 à 53%, et puis pour les produits régionaux de 16 à 25,5%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière quand on fait des études sur les familles qui sont passées par le process sur les années précédentes. On se rend compte qu'il n'y a pas de retour en arrière, donc c'est des familles qui continuent en fait finalement à consommer des produits bio et de région. Et la dernière slide, je voulais vous mettre quelques exemples de prise de parole en fait, des participants et des participantes, des enfants qui ont participé à l'initiative. Le mieux, c'est de lire, je ne vais pas le lire, mais voilà, de lire sur ce qu'elles en disent et à quel point on ressent de la fierté, d'une émancipation et du plaisir surtout à retrouver du lien social et une alimentation de qualité. Voilà, je vous remercie. Thank you very much, Gauthier, for sharing.
Merci beaucoup, Gauthier, pour avoir partagé cette expérience si positive de passer au plaisir de cuisiner et d'avoir une alimentation plus qualitative. Nous allons passer à une dernière présentation avant de la discussion et je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Francesco Branca, directeur d'alimentation de l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour et merci de m'avoir donné l'opportunité de parler lors de ce 7e forum du pacte de politique alimentaire urbaine de Milan. Les villes sont un déterminant clé de la santé. Nous avons vu comment les endroits plus peuplés sont une des raisons du passage des virus, par exemple. Mais aussi ceci a à voir avec la pollution de l'air, avec le manque d'espaces verts et le stress mental, ainsi que le système alimentaire. Les systèmes alimentaires sont un levier pour beaucoup de formes de malnutrition. Nous avons la malnutrition qui porte à un manque de croissance et de poids, mais aussi le surpoids et l'obésité. Et ils sont présents dans les mêmes pays, dans les mêmes villes. Et il y a des différences entre le monde rural et le monde urbain, mais c'est des différences marginales. Et la pauvreté, nous l'avons écouté déjà dire la ville de Barcelone, comment la pauvreté implique un plus grand pourcentage d'obésité. Et la sécurité alimentaire de la ville de Lyon, je ne savais pas ça, c'est vraiment choquant. Bon, l'environnement des villes est un risque, est un facteur de risque pour la malnutrition dans les zones urbaines. Les gens doivent acheter les aliments. Ils ne sont plus capables de produire leurs propres aliments. Alors, ils échangent de l'argent pour de l'alimentation. Et c'est pour cela que les personnes les plus pauvres destinent presque 50% de leur budget en alimentation. Les villes, au même temps, offre des grandes opportunités aussi pour une alimentation saine. Par exemple, nous avons vu comment les espaces verts sont importants pour offrir la possibilité d'activité physique, de l'air propre, mais aussi on peut l'utiliser pour la production alimentaire. Ce serait une bonne façon de contribuer à l'alimentation des citoyens. À Sheffield, on a calculé que l'utilisation de ces espaces verts, une proportion, peut-être simplement 10% de ces espaces verts pourrait offrir 15% de toute la population, des proportions de légumes et de fruits. Alors, les villes sont un grand laboratoire pour expérimenter justement ce type de solution. Et ces choses ne passent pas par hasard. Il faut avoir une feuille de route claire et avoir un alignement des gouvernements locaux et étatiques. Le forum dont on parlait au début
l'OMS défendait des domaines de politique qui pourraient marquer un vrai changement pour les systèmes alimentaires en réduisant, par exemple, le sucre dans les produits alimentaires et établir des plafonds pour l'alimentation salutaire et augmenter, par exemple, le prix des aliments qui ne sont pas salutaires, comme par exemple les boissons sucrées. Et il est facile à comprendre tout ceci avec des symboles de couleurs dans les produits alimentaires. Les écoles, notamment, peuvent offrir une alimentation salutaire, pas simplement parce que pour offrir une alimentation salutaire aux enfants, mais parce que ceci peut avoir un impact sur la production et la distribution alimentaire et aussi pour apporter les nutriments qui ont été éliminés lors de la production. L'effectivité de ces politiques ont démontré leur efficacité, ainsi que d'autres outils ont démontré leur effectivité à tout niveau des gouvernements. Nous apprenons des expériences d'application de ces politiques dans des différentes villes. Sao Paulo, par exemple, a interdit complètement la publicité de l'alimentation qui n'est pas salutaire. Et le Québec aussi, par exemple, qui a restreint la publicité et a obtenu une réduction de 30% de l'achat de fast-food. Nous voyons sur l'image une publicité sur un bus de Londres. Et ils ont obtenu aussi une réduction aussi dans d'autres villes du gaspillage alimentaire. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les villes. Nous avons besoin de politiques communes pour l'accès à l'alimentation salutaire et la promotion de l'agriculture urbaine, par exemple. Nous avons parlé des institutions publiques qui offrent une bonne alimentation, mais aussi d'autres initiatives comme les banques d'aliments ou les soup kitchens sont absolument nécessaires. Nous avons fait aussi une campagne pour animés à l'alimentation des bébés avec le lait maternel partout, à n'importe quelle heure. Et il doit y avoir aussi des réglementations pour ce qui est de la cuisine, de la production des aliments. Il y a beaucoup d'exemples très positifs des initiatives des villes pour ce qui est en faveur de l'alimentation positive. Et nous pouvons voir que l'extension de ces différentes initiatives pourrait marquer un vrai changement. À Montevideo, par exemple, a une loi qui établit que 10% des aliments pas vendus dans les restaurants doivent être offerts de façon volontaire. Par exemple, le Cambodge a réduit la consommation des boissons sucrées et a changé les standards
Et il y a des différentes villes en Amérique latine qui ont des politiques de promotion de l'alimentation saine dans les écoles. Alors, nous voyons que les villes sont un élément clé de transformation en alimentation. Merci. Thanks. So we've heard a great range. On a entendu pas mal de présentations très différentes, différents d'aspects avec des exemples très spécifiques pour des villes individuelles. Il y a quelques questions pour les orateurs. Nous sommes un peu en retard, alors je vais essayer de répondre brièvement. On va essayer de résumer les questions. Alors, quelques questions du public aussi, on voudrait les admettre. Germain. Question. On se demande d'abord, dites-nous plus sur la qualité dans les différentes zones de Barcelone et de votre expérience sur l'alimentation des écoles, comment ça a répercuté sur la qualité. Et deuxièmement, ce serait génial d'écouter quelque chose sur l'engagement global de la ville de Barcelone par rapport au système alimentaire. Oui. Merci. Alors, quels sont les résultats de ce projet des cantines écologiques et de santé? Quelques mois seulement en cours. Ce qu'on a essayé de faire dans toutes les zones districts, en dépit de cette inégalité, j'avais dit, si on voit la consommation de gâteaux industriels ou d'aliments pas sains ou de sucreries, on a toujours les inégalités d'avant, comme les obésités selon les zones. Mais on a vu que on a décidé que ce projet, on le ferait sur toutes les zones de la ville parce que ça équilibrerait un peu les régimes, non? En mettant plus de protéines végétales, en éliminant beaucoup ou un peu des protéines animales. Et ceci répercuterait sur l'alimentation à la maison. Et on pensait que c'était important pour toutes les zones, en dépit de ces inégalités. On a deux projets additionnels, santé dans le quartier. Alors surtout là où il y a les revenus les plus bas, on travaille beaucoup les sujets de santé, surtout l'alimentation, surtout voilà là où les revenus sont les plus bas. Ensuite, le sujet inégalité aussi sont travaillés, et ensuite sensibilisation, information sur les écoles. Alors santé mentale, alimentation, addiction, ça aussi on le fait surtout dans les écoles où on a vu plus d'inégalités que sur les autres. Alors là aussi l'important c'est que ces projets sont épaulés par des indicateurs correspondants et on fait un suivi pour pouvoir évaluer si on a de bons résultats avec nos actions à partir de la collectivité. Et si ce n'est pas le cas, il faut trouver d'autres approches politiques, voilà, ou voir les autres villes pour pouvoir comparer aussi. On va donc travailler sur les trois niveaux: les cantines, la santé des quartiers et la formation et l'information dans les écoles pour la santé publique. Merci. La deuxième partie de la question, je vous rappelle, on sait que Barcelone est très actif au niveau global aussi, et il y a beaucoup d'engagements. Mais quel est l'engagement global? Est-ce que vous pourriez parler un peu de ça? Je crois que le collègue l'a dit en parlant de la OMS. On fait partie du réseau C40. Je crois que c'est important de voir que nous avons de différents projets au niveau local, au niveau des villes, font partie du réseau comme C40. Alors, ce sont des expériences différentes et c'est important de pouvoir partager les choses qui ont bien fonctionné dans une ville pour pouvoir les distribuer aux autres villes. Et ensuite, travailler aussi sur les cadres réglementaires pour pouvoir nous approcher à des régimes beaucoup plus sains.
Et dans ce sens, je crois qu'il faut travailler sur les deux niveaux en même temps. Il faut travailler sur le cadre réglementaire, c'est donc plus lent, mais je crois que ce sont les villes qui font pression pour réformer ces cadres juridiques. Alors ici, on travaille non seulement sur ce forum pour créer un espace de communication, mais aussi pour travailler et mettre en place des politiques alimentaires, parce que c'est la première fois que Barcelone a un commissariat de politique alimentaire. Il faut que ça reste dans la ville au niveau de la santé, mais aussi vu le changement climatique, la relation entre les espaces urbains et ruraux, et parce que avec ça, on a un lien beaucoup plus étroit, puisque la plupart de la population vit dans la ville, mais il faut donc travailler avec ces réseaux pour importer, exporter les approches politiques d'autres villes et créer de nouveau de la pression pour adapter les cadres réglementaires. On peut vraiment attendre support de la part des États, mais les villes sont clés pour les transformations qui s'enclenchent pour rester permanentes. C'est quelque chose que nous voyons de nos jours. On a vu beaucoup de ces changements et l'alimentation n'en est pas la mineure, la plus petite. Merci. Je crois que c'est le point de la semaine, donc l'échange entre les villes, et Barcelone a beaucoup à offrir, à proposer aux autres villes et à prendre aussi. Le prochain intervenant, André, ou la prochaine question pour Andrea, comment vous engagez les différentes parties prenantes dans votre travail sur les écoles? Et Rio, elle travaille aussi pour devenir une des villes pilotes pour les repas à l'école. Est-ce que vous pourriez parler un peu comment vous faites pour mener ce travail à un contexte international? Donc d'abord, mes félicitations à tous les intervenants pour ce qui a été présenté aujourd'hui. Eh bien, ce qu'on est en train d'essayer pour nos problèmes à Rio, nous avons des parties prenantes impliquées avec le sous-secrétariat pour l'éducation et la santé. Et il faut donc les inclure pour une approche efficace. Et nous avons une planification urbaine et une gestion des résidus qui doit être, qui s'est impliqué aussi, qui a été intégré. Nous avons aussi un système d'information pour sensibiliser et informer aux écoles. Nous avons un centre de personnel pour l'alimentation, mais aussi qui nous aide à prêter main forte, et aussi des experts pour nous aider pour le système. Et ce qu'on peut voir à partir de la pandémie en termes de système alimentaire, ce qui s'est passé, quand on voit l'impact des personnes qui ont souffert de faim et de malnutrition, et d'autres qui souffrent d'obésité et de surpoids. Alors je crois que il faut mettre en avant que chaque enfant a le droit à une nutrition saine, et je crois que nous avons aussi la possibilité d'améliorer la situation ici. Et ce qu'on a vu, le contenu en termes de sucre, de graisse saturée, etc., sur des aliments que les enfants consomment souvent. Et je crois que là, ça, on peut faire quelque chose, et ça peut vraiment être épaulé par l'État et il y a un lien direct avec
la performance à l'école. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues avec la pandémie qui a impacté fortement sur le système. Nous avons aussi pensé à réorienter l'alimentation, l'approvisionnement. C'est quand même un chemin assez difficile et d'augmenter l'alimentation saine en motivant les individus au sein des familles et dans les communautés, les sensibilités face à une alimentation plus saine pour changer les comportements qu'on voit aujourd'hui. Alors, je crois que pour vraiment atteindre un changement, il faut vraiment intégrer tout le monde. Voilà le grand défi. Great. Thank you for that further information. Merci pour ce complément d'information. Alors, on passe à Ritz. Et voilà, concentrez un peu vos réponses parce qu'on est un peu au-delà du temps. Monsieur Lougaté de Lyon, est-ce que vous pourriez ajouter un peu le lien entre votre approche alimentaire et l'alimentation dans les foyers qui serait le standard d'or, n'est-ce pas? For this question. Merci pour cette question. Je le disais, il y a vraiment un enjeu de relier aujourd'hui les territoires ruraux et les territoires urbains. Je rajoute que, enfin, en France, et c'est le cas pour Lyon, 50% des paysans vont partir à la retraite dans les 10 ans. Donc on a, au-delà de renouveler, un enjeu de maintenir aussi l'agriculture sur le territoire. Et c'est un enjeu de résilience pour nos villes aujourd'hui. Donc comment on fait quand on est ville de Lyon? On travaille notamment sur un parcours agricole en fait, parce qu'on se dit que les futurs agriculteurs, agricultrices de demain vivent notamment aujourd'hui dans les villes. Et donc c'est comment on les emmène sur ces parcours agricoles. Ça passe par investir massivement dans l'agriculture urbaine, qui est un enjeu de résilience du territoire et aussi un enjeu de liens sociaux et de liens avec la nature, refaire sens avec les saisonnalités par exemple. C'est installer des espaces tests agricoles où les urbains vont pouvoir se tester pour après aller devenir des potentiels agriculteurs. Et c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, que l'on va mettre en place, des jumelages entre la ville de Lyon et des villes qui sont aux alentours de Lyon et qui sont dans des communes rurales en fait, où on va pouvoir avoir des échanges et notamment dans les classes, qu'il y ait des correspondants et des correspondantes entre les classes, des visites de ferme pour les enfants et des agriculteurs et des agricultrices qui vont pouvoir venir également dans les classes. Voilà, c'est cette démarche-là qu'on essaie de construire, qui commence en fait dès le plus jeune âge pour refaire du lien et du sens avec ce monde agricole. Great, thank you. And I think a lot of cities are. Merci, je crois que c'est en effet le cas de beaucoup de villes et ce serait vraiment génial de créer de nouveau ces liens et de les poursuivre. Pour Monsieur Dr Baka, la question pour vous. Alors, on a eu la présentation, mais une phrase ou deux sur tous les acteurs, les parties prenantes. Qu'est-ce que les villes peuvent faire que d'autres ne peuvent pas couvrir dans une phrase? Deuxième partie de la question, pourriez-vous parler du travail que vous faites au niveau local et global et les répercussions sur la qualité du système alimentaire? Qu'est-ce que les villes peuvent faire? Je crois que c'est surtout inclusion des communautés, puisqu'ils peuvent parler à tout le monde. Deuxièmement, l'innovation politique. Les villes peuvent utiliser davantage leur pouvoir régulateur
créer des petits projets beaucoup plus actifs. On l'a vu, on l'a entendu, et il faut avoir tous les parties prenantes activées. C'est plus facile au niveau d'une ville. Ensuite, le leadership. Nous avons beaucoup de leaders avec beaucoup de vision et ils veulent aussi être populaires. C'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'il faut l'utiliser au niveau local, au niveau des villes. On a entendu parler un monde où déjà où on veut un monde où tout le monde peut vivre une vie saine, mais notre société n'a jamais été intégrative. Alors on veut vraiment utiliser les villes où cela peut se produire, un monde intégratif où tout le monde peut avoir une vie saine et prospère, créer ce réseau de villes, partenariat avec Bloomberg, par exemple, mais aussi pour la pollution aérienne, mais aussi les outils nécessaires quand il faut montrer l'effectivité en termes de coût d'une politique ou des mesures. Alors, c'est plus facile au niveau des villes. Et finalement, c'est la résonance, puisque c'est comme une caisse de résonance pour les actions qui sont menées au niveau de la ville. Oh, je crois que c'était assez clair. En général, on a beaucoup entendu parler de la valeur des partenariats, des travailler ensemble. Et que les villes sont vraiment la meilleure position pour travailler dessus, surtout pour travailler sur la santé alimentaire et lutter contre les inégalités. Une petite pause pour nos intervenants. Un petit applause, pardon, pour nos intervenants. Il nous reste quelques minutes, peut-être pour une ou deux questions du public, si vous voulez, avant que le temps soit écoulé. Je vois qu'ici, il y a quelqu'un qui a demandé la parole. Oui. Je suis adjoint au maire de la ville de Montsartou, dans le sud de la France. Une phrase de témoignage, parce qu'on entend peu les petites villes sur les tables rondes. Nous, on a une cantine pour les élèves 100% bio depuis 10 ans. Les enfants mangent 100% bio de la crèche, l'héros, dès leur première année jusqu'à 15 ans au collège. Et l'exemplarité qu'on peut donner dans l'assiette à travers l'action de la ville, on l'a évalué auprès des familles et ça a amené 87% des familles à modifier leurs pratiques alimentaires en mangeant plus bio, plus local, plus de saison et bien sûr tous les repères nutritionnels. La question serait, on a beaucoup parlé d'alimentation saine en lien avec surtout l'obésité. En fait, il y a beaucoup d'autres maladies liées à l'alimentation, notamment avec les perturbateurs endocriniens. On a peu entendu le mot alimentation bio, à part Gauthier Chapuis de Lyon. Et j'aimerais savoir ce que pensent les intervenants, quelle est leur définition de l'alimentation saine et qu'est-ce qu'ils pensent de ces maladies qui vont arriver, mais beaucoup plus tard. L'obésité se voit très vite par rapport à d'autres maladies. Et pour information, on pourra peut-être vous donner les résultats dans 2 ans au prochain forum. Comme nous avons des enfants qui mangent 100% bio à la cantine et à la maison, on lance une grande étude de santé sur notre petite ville de 10 000 habitants pour justement évaluer l'action de notre politique alimentaire sur le bien-être et la santé globale des habitants. Thank you for that intervention, and I think that's a good. Merci, je crois que c'est un point important, l'activité des villes jeunes. Ce que j'ai vraiment pas compris, c'est la question, mais peut-être quelqu'un du panel veut répondre. Oui. Effectivement, je n'avais pas dit le chiffre, mais l'objectif dans les cantines lyonnaises, donc c'est 30 000 enfants et il y a 22 000 personnes qui mangent aussi par jour dans les collèges. L'objectif, c'est 100% bio et 50% local, avec le 50% local qui sera à travailler filière par filière, parce que quand il y a un produit transformé comme du fromage ou de la viande d'ailleurs, il y a des outils de transformation qui sont à définir au niveau de la localité.
Voilà, et pour le dire, il n'y a pas de petite ville. Il y a vraiment un engouement profond, je trouve, dans les villes. Vous le disiez à Barcelone, c'est vrai pour Lyon aussi. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'alimentation qui est élu. Et puis il y a un enjeu aussi de décarner les menus, puisqu'on va nous offrir une option végétarienne tous les jours à partir de septembre 2022. Donc là, on rejoint, je pense, les enjeux de Barcelone. Thank you. Merci. Est-ce que vous voudriez faire un commentaire rapide? Oui, c'est vrai. Quand nous avons fait ce projet de cantine saine et salutaire depuis la mairie de Barcelone et l'Agence de la santé catalane, nous ne parlons pas simplement d'obésité. Nous savons que beaucoup de graisse, beaucoup de sucre et beaucoup de protéines animales provoquent 3 grands problèmes: les maladies cardiovasculaires, diabète et des différents types de cancers. Alors, ce regard est très présent. C'est vrai que l'obésité est un reflet qui saute aux yeux, c'est quelque chose à court terme, mais nous traitons toutes les pathologies qui peuvent être conséquences d'une alimentation riche en protéines animales et graisses. Et par conséquent, notre approche veut attaquer aussi ce type de maladie et nous travaillons tous conjointement. Merci. Sauf si nos collègues en ligne ont quelque chose à dire, nous pouvons conclure ici. Une dernière question, oui? Oui, merci. Je voudrais demander, Dr. Branca, si vous pouvez élargir sur cette idée des 6 politiques proposées. Si l'OMS a quelques idées sur les liens entre les différentes politiques. Nous parlons des villes, nous parlons de pollution de l'air, de manque d'espaces verts, etc. Comment est-ce que nous pouvons lier cette sécurité environnementale avec la sécurité alimentaire? Allez-y. Vous avez la parole, docteur. Oui, merci pour la question. Techniquement, ce que nous cherchons, c'est une alimentation saine dans un système environnemental correct. Si nous réduisons l'impact des systèmes alimentaires dans l'environnement, gaz à effet de serre, etc., utilisation de l'eau, tout ceci veut dire avoir une alimentation qui soit plus réduite en sel, en sucre et en céréales. Alors, les politiques que nous défendons sont des politiques qui ont déjà été mises en œuvre dans beaucoup de pays et qui ont eu du succès. Alors, nous pouvons voir l'impact dans le changement alimentaire dans ces villes. Des politiques qui changent la consommation. Par exemple, l'interdiction de la publicité dans les boissons sucrées est un bon exemple au Mexique. Bon, il y a toute une série de politiques par-ci, par-là qui nous permettent de voir qu'elles peuvent diriger l'alimentation là où nous voulons aller. Et l'effet que Mexico, Chili ont pu documenter, ce n'est pas un effet à long terme, à l'horizon de 10 ans, mais plutôt à l'horizon de 2 ans. Alors, notre défense va continuer dans ce sens. Nous avons certaines de ces politiques qui ont été mises en œuvre par des différents pays. Par exemple, celle des boissons sucrées a été mise en œuvre par plus de 60 pays. Mais ce que nous voulons, c'est changer tout le système alimentaire. Merci. Bon, je crois qu'il est temps de conclure. Si vous avez d'autres questions, on sera ici au forum. Essayez de nous trouver. Bon, pour faire des commentaires de conclusion,
je voudrais demander aux représentants de la Fondation Gazole qui montent. Ce n'est pas facile de résumer tout ce qui a été dit ici. Oui, merci beaucoup de votre présentation et merci beaucoup de ces présentations si inspirationnelles et très intéressantes de différents pays de partout dans le monde et aussi de représentants de l'OMS. Les villes sont un très bon exemple de comment les lois publiques doivent être combinées et développées au même temps que les initiatives de promotion de la santé et que ces combinaisons de promotion de la santé et de lois alimentaires nous donnent la possibilité de garantir une nutrition saine et abordable pour toute la société. Alors, merci beaucoup de nous avoir inspirés et aussi pour les exemples de comment prendre chez nous tous les acteurs de la ferme à la table pour avoir cette alimentation saine et abordable. Merci beaucoup, Dr. Branca, de vos recommandations. Comme vous le savez, l'OMS, depuis très longtemps, nous parle de l'importance de prendre soin des systèmes alimentaires, de traiter certaines épidémies comme l'obésité, par exemple. Alors, il est temps plus que jamais de prendre finalement l'action de mettre en œuvre des lois alimentaires pour faire avancer la discussion. Je suis le représentant ici de la Fondation Gazole et en 2016, nous avons établi notre mission pour réduire la malnutrition des enfants ici et aux États-Unis. Maintenant, nous allons nous élargir aussi au Portugal à travers un style de vie sain. Comme les orateurs ont déjà dit, il est important de tenir compte de 3 lignes d'action qui sont notre base pour le plan stratégique de la Fondation Gazole. D'abord, il est important de mettre en œuvre des campagnes de conscientisation, communication aux jeunes et pression, lobbying vraiment aux élus pour mener à bien des actions envers l'alimentation saine. Une des actions, par exemple, est une régulation de marché alimentaire contre cette publicité pour les plus petits qui peut faire beaucoup de mal à leur développement et à leur santé. Une autre chose qu'on a soulignée pendant cette séance aussi, c'est l'importance de la recherche et l'évaluation de toutes les initiatives et des politiques alimentaires que nous entamons dans les différentes villes de la planète. C'est le seul chemin qui nous offrira des réponses pour faire avancer la discussion et pour pouvoir progresser de façon importante à travers les évidences scientifiques. Et le troisième levier serait la promotion d'actions de promotion de la santé qui doivent être faits en tenant compte de tous les acteurs locaux, pas simplement les écoles, mais aussi les associations sportives, les centres sociaux, les centres de santé primaires, les distributeurs alimentaires, les producteurs, etc. Et ceci veut dire que nous devons avoir une approche holistique et pas simplement tenir en compte les enfants, les adultes. Non, nous devons avoir une approche holistique qui inclut l'unité familière et
petit système pour planifier nos interventions et aussi tenir compte que la nutrition est associée avec d'autres facteurs de promotion de la santé, comme dormir, par exemple. Les enfants qui dorment moins que nécessaire ont le double de risque de devenir obèses, par exemple. Aussi, l'activité physique avec une combinaison d'initiatives de promotion d'alimentation saine et aussi le bien-être psychologique. Tout ceci est très en relation et très lié. La santé psychique est en relation avec l'alimentation et la santé physique. Aussi traiter les inégalités, aussi comme on l'a dit, pas simplement socio-économiques, mais la recherche que nous avons fait à la Fondation Gazol, nous avons aussi identifié des inégalités de genre et de race qui doivent être traitées adéquatement pour obtenir nos buts. Alors, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de partager cette séance avec vous et je vous souhaite une très bonne journée ici à Barcelone ou en ligne et j'espère que ce forum obtiendra ou réussira à mener à bien tous les objectifs que nous avons établis, parce que ceci voudra dire que nous sommes plus près d'obtenir notre but d'améliorer les systèmes alimentaires partout dans le monde. Merci beaucoup et bonne journée. Thank you for wrapping up so nicely, Santi. Merci pour ce petit résumé très bien et de rester un peu dans les temps et de couvrir tous les points. Je crois que c'est la fin. C'est vraiment la transition vers la prochaine séance. Un grand merci à mes collègues ici qui ont permis l'organisation de tout l'événement ici à Barcelone aussi. And the work they're doing to address Le travail qui est fait pour lutter contre l'obésité et l'inéquité reste les sujets de cette semaine. Bonne pause et merci d'être parmi nous.